Girls, nous nous retrouvons aujourd'hui le cheveu dans le vent avec la chronique lecture et préparez-vous, ça risque d'être un tout petit peu long. Bon, la chronique lecture quoi, on y va de suite. Dans cette chronique, il y aura des livres issus de Service Presse. Tout sera mentionné, comme ça j'ai pas besoin de me répéter, je mettrai évidemment l'encart inclus, une collaboration commerciale, comme ça j'ai pas besoin de te répéter. C'est un livre issu d'un service presse, tu sais, tout est mentionné partout, je ne puis guère faire mieux. Cette fois on y va, pour de vrai. On va de suite entrer dans le vif du sujet avec une lecture qui m'a laissé quelque peu dubitatif puisqu'il s'agit de L'Or des sorcières d'Anne Rice, paru aux éditions Fleuve. C'est le tome 2 de la saga des sorcières d'Anne Rice et alors là, je t'avoue qu'il y a vraiment la lecture du premier opus. Donc le premier opus, on va entrer si tu veux dans l'univers du clan Mayfair. C'est une famille de sorcières sur plusieurs générations. J'ai trouvé ce tome 1 très intéressant parce que vraiment on posait le décor, on entrait aussi dans le décor, on apprenait plein de choses et notamment que les sorcières du clan Mayfair était poursuivi, si je puis dire, par un esprit cruel, dévastateur, enfin un esprit mauvais qui s'appelait Lâcheur. Dans ce tome 2, donc L'Or des sorcières, on va cette fois-ci connaître l'histoire de cet esprit qui n'est plus qu'un esprit puisqu'il s'est incarné. Et le but de cet esprit, ça va être, comment je vais pouvoir dire ça, ça va être de féconder, d'ensemencer le plus de sorcières possible du clan Mayfair. Si vous n'avez pas lu le tome 1, vous allez vous perdre dans mes explications. Le but de Michael Curry qui est le mari de Rowan Mayfair. Rowan Mayfair, c'est la sorcière la plus puissante du clan des sorcières Mayfair. Mais dans le tome 1, on apprend que Rowan, elle ne veut rien savoir, elle a même une carrière dans le médical, elle travaille au sein d'un hôpital et elle ne veut rien savoir. Seulement, l'esprit, on n'a pas décidé... on a décidé autrement pour elle. Et donc là, le but de Michael Curry, c'est de retrouver sa femme Rowan qui a disparu et qui semble avoir disparu à cause et avec l'esprit. Donc le but de Michael Curry, c'est de retrouver Rowan et donc de retrouver l'esprit pour l'éliminer. L'Or des sorcières, c'est vraiment focalisé sur Lâcheur. On va connaître les débuts, les origines de l'esprit et finalement, c'est quand même un peu le but de la démarche, de savoir le pourquoi du comment. Tout s'explique, je ne sais pas, mais en tout cas, ça explique pas mal de choses. Je t'avoue que là, de suite, je sais pas trop comment je vais tourner mon avis sur cette lecture parce que ce fut une lecture très étrange et très dérangeante pour moi. Autant j'avais adoré vraiment Le Lien Maléfique qui est donc le tome 1 de cette saga, sachant qu'il y en a 3. J'avais adoré parce que j'avais vraiment aimé intégrer l'univers du clan Mayfair, de comprendre, de repartir très loin en arrière sur plusieurs générations. J'avais adoré. Pour L'Or des sorcières, je n'ai pas du tout aimé la lecture, je l'ai trouvé très inconfortable et ce, j'insiste, malgré une plume riche et documentée. Mais j'ai pas aimé parce que il y a des passages qui m'ont mis vraiment très mal à l'aise tellement ils sont épouvantables, hein. On passe quand même de relations incestueuses, interdites, dégueulasses, quoi dire de plus? Du viol aussi, et ce de façon assez répétitive tout au long du livre. Je ne te cache pas qu'à plusieurs reprises je me suis dit j'abandonne la lecture parce que là en fait ça me donne envie de gerber quoi. En termes de lecture, j'ai trouvé pour ce tome 2 que ça manquait bien souvent de punch et que l'autrice avait peut-être pour donner de l'épaisseur à ce bouquin, avait peut-être parfois donné certaines indications, était passé par quelques longueurs qui, selon moi, je suis pas autrice, je le répète, donc je dis juste mon ressenti de lectrice, qui selon moi, même si on évitait ça, ça n'aurait en rien impacté sur la compréhension de la lecture. J'ai compris pas mal de choses. Ce que j'ai aimé, c'est déjà la découverte de nouveaux personnages, et notamment l'oncle Julien,
qui a toute son importance dans ce récit, et aussi d'en savoir un peu plus sur l'organisation du Talamasca. Parce que dans le lien maléfique, on parle du Talamasca, mais ça reste un petit peu obscur pour l'auteur. Là, on en apprend beaucoup plus, le fonctionnement, le pourquoi, les rouages. Et évidemment, ce que j'ai aimé, c'est enfin comprendre, comme je te le disais, le pourquoi du comment de cet esprit, quel est son but. Même si je dois volontiers admettre que la fin m'a laissé quelque peu sur ma faim. Alors moi j'ai besoin d'un tout, hein, tu le sais, je te l'ai déjà dit, moi pour que j'aime un livre à 100%, j'ai besoin d'un tout. Et là, autant j'ai une plume d'Anne Rice que vraiment j'adore et j'adhère complètement à la plume de cette autrice, mais par contre j'ai pas du tout aimé cette lecture. J'aurais voulu ne pas avoir à lire certains passages parce que ça me provoque, ça me dérange, c'est pas des choses que j'aime lire. Et donc, comme je n'ai pas ce tout-là, la question usuelle de toutes nos chroniques lecture, je gagne du temps là pour remettre l'iPad en... Est-ce que je vous conseille la lecture de L'Or des sorcières d'Anne Rice dans un premier temps, si vous êtes sûr de ne pas être un peu bousculé par des lectures un peu compliquées, par des termes, voilà, des choses abominables à lire, pourquoi pas. Par contre, il vous faudra, pour comprendre et avoir tous les éléments en votre possession, il vous faudra lire Le Lien Maléfique, le tome 1. Ça ne se lira pas, ça peut, hein, mais il va te manquer tellement de choses que tu vas rien comprendre à ce que tu lis. Maintenant, pour quelqu'un qui a des personnes qui ont une certaine sensibilité, je ne crois pas que ce soit une lecture adaptée pour vous. Mais après, bien entendu, ce n'est que mon avis. Vous faites bien ce que vous voulez. Pour la lecture suivante, il s'agit du roman Personne ne doit savoir de Claire McGowan, paru aux éditions Hauteville. Que dire ou ne pas dire au demeurant sur ce roman? Je suis perplexe. Alors, pour te situer un petit peu, nous avons le personnage d'Allison qui décide d'organiser des retrouvailles avec d'anciens amis de lycée. Seulement, tu te doutes qu'il y a un loup dans la bergerie. Les soirées comme ça où t'as pas vu les gens depuis 20 ans, ça passe ou ça casse. Mais là, c'est une soirée qui, dans un premier temps, commence plutôt bien. Puis vient la soirée, tu sais, à grands coups de rasade alcoolisée, où tout le monde se regarde un peu, qui a fait bien les choses, qui a réussi. Et c'est une soirée de retrouvailles qui, finalement, va virer au cauchemar. La soirée suit son cours, il y a quand même un peu de tension, jusqu'au moment où Karen revient de je ne sais où. Je pense qu'elle était partie au sanitaire. Et elle revient dans un très piteux état. Et elle déclare avoir subi un viol par Mike, et Mike n'est autre que le mari d'Allison, celle qui a organisé ce repas de retrouvailles. Mike va nier les faits et dire qu'il n'a rien fait et qu'il est innocent, pendant que Karen l'accuse, c'est lui qui m'a fait ça. Enfin, elle est un peu en sang, enfin, il y a eu agression sexuelle plus agression physique, on va dire. Et le truc, c'est qu'Allison, c'est son mari qui est accusé. Donc elle se retrouve ce qu'on appelle communément le cul entre deux chaises, étant donné qu'Allison milite depuis toujours pour le droit des femmes, qu'elle travaille au sein d'une association qui, on va dire, vient en aide aux victimes, aux femmes victimes de violences quelles qu'elles soient. Donc ça devient un peu compliqué. Et dans l'histoire, il y a plusieurs questions qui se posent. Qui dit vrai? Qui ment? Qu'en est-il réellement? Je n'ai absolument pas apprécié cette lecture, malgré une quatrième de couverture assez prometteuse. J'ai trouvé que les ficelles, elles étaient devant toi, tu avais juste à tirer. Ah, j'ai bon, ah, j'ai bon, là aussi j'ai encore bon. Et malgré le fait aussi que je trouve que l'autrice a sorti quand même... elle a sorti l'artillerie lourde pour pouvoir, on va dire, épaissir le suspense. Je suis très partisane de cet adage que le mieux est l'ennemi du bien, parce que finalement, à trop en faire, et ça m'est arrivé, tu peux aussi perdre le lecteur. Je me demandais même le lien entre ce qui m'était expliqué là et la situation de base. Il y a des moments où je me suis perdue un petit peu dans le récit, effectivement. On a aussi cet aspect que j'aime pas beaucoup en lecture. En gros, on nous dépeint des retrouvailles entre anciens amis, mais en fin de compte, on va plus être sur un dîner où, effectivement, une vingtaine d'années plus tard,
on va avoir un étalage de réussite, de biens, de possession, et finalement un dîner où il va être question de savoir qui est la plus grosse. Donc c'est vrai que même si ordinairement je suis très cliente en termes de lecture, de tout ça, de faux semblants, de secrets de famille, de non-dits dégueulasses, de secrets de polichinelle et compagnie, là je suis complètement passée à côté. Je suis complètement passée à côté de personne ne doit savoir, parce que déjà des ficelles trop évidentes, vraiment trop, des descriptions, des passages dans le roman que je trouve pas opportun. Bref, finalement je suis complètement passée à côté. Nous changeons de registre et nous partons ensuite avec ce livre qui s'appelle Malgré nous, de l'autrice Claire Norton, paru aux éditions France Loisirs. Alors, il va falloir que je te situe correctement les choses. On a une première temporalité. Nous sommes en 1988 où 3 adolescents en colonie de vacances, Théo, Maxime et Julien, échappent vraiment de justesse aux flammes d'un incendie qui se déclare au sein de leur centre, là où ils sont hébergés pendant les vacances. Et très vite, nous sommes catapultés en 2009, où on retrouve Théo qui est marié et qui a une petite fille et qui se trouve être en burn-out total, déconnecté de la réalité, et ça va plutôt très mal. Malgré le fait que Théo soit très entouré, il y a déjà sa femme qui s'appelle Marine qui est très présente, qui le soutient, qui fait ce qu'elle peut face à quelqu'un qui est complètement déconnecté et en dépression très profonde. Ses amis Maxime et Julien qui sont toujours là, c'est-à-dire que l'incendie et le fait d'avoir survécu a vraiment créé un lien indéfectible entre eux. Il y a sa petite fille, mais rien n'y fait. Théo ne remonte pas la pente, il n'y arrive pas, ils sont... Voilà, on assiste dès le début, dès les premières pages, à la descente aux enfers de Théo. Et puis, comme si cela ne suffisait pas, Marine, pour un voyage d'affaires, la femme de Théo, va prendre le vol Paris-Rio, la F447, et il va apprendre par le biais de la télé et ensuite de ses amis qui vont arriver, il va apprendre que ce fameux vol, qui est une affaire, qui est une vraie affaire, hein, la disparition du vol AF447 Paris-Rio, va apprendre que le vol a disparu des radars, et donc le but c'est de se rendre à l'aéroport. Et tout aussi vite, on va lui faire comprendre que, en lui présentant ses condoléances sans aucun tact, voilà, toutes nos condoléances, et dans la foulée, apprendre qu'aucun des 228 passagers n'a survécu au crash de ce vol. C'est le coup de grâce pour Théo. Le coup de grâce pour Théo, ça signifie que pour lui, la vie ne vaut plus le coup d'être vécue. Donc, très clairement et très froidement, très détaché, une nuit, il va annoncer à ses amis qui sont aux petits soins, hein. Bien évidemment, il loge chez lui parce que là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils sont hyper vigilants, hyper prudents, et ont parfaitement conscience qu'à tout moment Théo peut faire une connerie. Il veut pas partir comme ça, donc il va informer ses amis que il en peut plus, il en peut plus de cette vie, il n'en peut plus de ce simulacre de vie, et les informe que qu'il va mettre fin à ses jours comme ça dans le plus grand des calmes. Donc forcément que les amis sont sans dessus dessous, ça me paraît logique. Sauf qu'à ce moment-là, Maxime a un secret et décide de ne plus le taire, et lui avoue, dans la folie de cette nuit de l'annonce de Théo, lui avoue que Marine, sa femme, n'a jamais pris ce vol Paris-Rio. L'espoir renaît, on va dire que l'étincelle de vie jaillit à nouveau. Alors c'est très fragile, mais quand même l'espoir renaît. Il oublie l'idée même de mettre fin à ses jours dans la foulée. Les jours passent. Malgré le curieux silence de Marine qui ne s'est toujours pas manifesté, il y a quand même l'espoir de. Mais pourquoi ce silence? Pourquoi Marine ne s'est toujours pas manifestée alors qu'elle est censée ne pas être montée dans cet avion? Je découvre la plume que je trouve sincère, poignante de Claire Norton avec ce livre. Je me suis simplement laissée porter par l'histoire. Je me suis laissée approcher par les personnages parce que d'une part, je les trouve hyper touchants, crédibles, authentiques, et ce sont des personnages auxquels tu peux t'identifier. Il y a un très bel hommage avec des mots choisis, tout est bien dosé pour ce crash Rio-Paris, où on sent vraiment le chagrin profond, la tristesse.
mais tout est dans la mesure pour pas que ça devienne pathétique justement. J'ai également beaucoup apprécié comment est traité le sujet du burn-out dans ce bouquin, parce que finalement c'est traité de l'intérieur, où Théo qui souffre de ça, il donne ses explications dans le livre. Donc on assiste véritablement au méandre de ce qu'est un burn-out, et de la, comme je te le disais précédemment, et de la descente aux enfers. C'est finalement un mal que je trouve, corrigez-moi si je me trompe, hein, mais c'est un mal que je trouve très silencieux, mais qui prend énormément de place. Il y a beaucoup de sujets qui sont très bien traités dans ce livre: la dépression profonde, le burn-out, le deuil, le chagrin, se reconstruire après un drame, l'amitié, le pardon. Je trouve que, et en plus c'est vraiment amené de façon juste, et ça rend la lecture hyper plaisante. Il y a beaucoup d'espoir dans ce livre, bien entendu. Il s'agit de choix, il est question de choix, notamment en amitié. Il est question de prioriser la vie à la mort, il est question donc de priorité de vie. Mais l'amitié reste quand même pour moi le grand débat, le grand thème du livre, parce que l'amitié dans tout ça, est-ce que vous seriez prêt à tout en amitié? Est-ce qu'on peut tout pardonner en amitié? Tu vois, il y a vraiment des questions qui se posent. À la fin du livre, en fait, c'est une fin ouverte. Toi, comment tu réagirais si tu faisais face à ça? Si j'en dis plus, je divulgage, je le sais. En conclusion, est-ce que je vous recommande le roman Malgré nous de Claire Norton? Très 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 chaudement. J'ai passé un excellent moment avec des personnages qui m'ont attrapé, avec une histoire que je trouve crédible. Il y a beaucoup d'authenticité, il y a vraiment des sujets très intéressants. Ah oui, très très chaudement. Pour le roman suivant, j'ai choisi de lire Ferme bien ta porte de l'autrice, alors Kim Slater ou Kihel Slater, pardon pour la bilinguie, paru aux éditions Hauteville. Bon, je plante le décor de suite. Nous faisons la connaissance de Freya, qui est une jeune femme très récemment veuve, très fraîchement veuve, qui a une petite fille qui s'appelle Sky et qui a 5 ans. Forcément, compte tenu de sa nouvelle situation, il est question d'envisager de ne pas garder le logement, puisqu'elle n'a clairement pas les moyens de garder le logement, de l'entretenir. Bref, son but c'est d'aller faire les annonces, les petites annonces immobilières, et de taper un peu partout où elle peut taper pour trouver non seulement un logement qui pourra mettre en confort et en sécurité elle et sa fille, mais qui en plus doit entrer dans son budget. Et c'est là peut-être la petite difficulté. Donc elle se rend un matin dans un café, elle regarde les petites annonces épinglées, sans conviction, et d'un coup nous avons l'apparition d'un homme, donc d'un homme me semble quand même d'une petite soixantaine, très propre sur lui, un peu sapé, qui se présente comme être le docteur, je crois, Marsden, et qui lui fait la proposition du siècle, c'est-à-dire un logement. Enfin, il y va à tâtons. Je te donne la finalité. Il y va à tâtons au début, il tâte le terrain justement, et finalement ça découle sur un logement dans une luxe de résidence, mais comme jamais, un endroit très très réputé, un logement certes pas très grand mais très coquet, pour un loyer tout à fait dérisoire. Forcément que Freya, n'attendant que ça, ne se pose pas de questions et accepte la proposition. Alors moi déjà, ça dans un premier temps, alors peut-être parce que je suis un peu névrosée, mais je l'assume, mais moi un barbeau que je connais pas, qui arrive comme ça, tout frais, tout pimpant, bonjour madame, excusez-moi de vous déranger, j'ai un logement, tu payes 50 balles par mois, dans une résidence hyper, méga giga de luxe, et puis ça me conviendra, il n'y a pas de problème. Tu te dis pas quand même qu'il y a une baleine à bosse sous le gravillon là? Enfin ouais, qu'est-ce que c'est quand même? Enfin moi ça me laisse quand même très dubitative. Je sais pas, je vais te donner un exemple très con, mais on te propose de te vendre une Rolex authentique à 30 balles, tu te poses pas de questions toi?
Moi si, un petit peu quand même. Alors compte tenu de la situation, Freya, elle, ni une ni deux, même si elle se pose quand même des petites questions, mais ça va très vite. Hein. Je pense que la situation, l'urgence de la situation fait qu'elle accepte. Donc elle emménage très vite dans cette résidence qui s'appelle Adder House. Et il se passe des trucs qui, moi, à titre personnel, me filent une de ces angoisses. Elle arrive, les frais de déménagement sont payés, tout le monde s'immisce un petit peu dans la vie dès le début, là. Enfin, il se passe des choses que Freya ne contrôle pas. On gère la scolarité de la petite Sky parce que elle va devoir changer d'école et c'est un peu compliqué en cours d'année comme ça. Donc de suite, on va s'incruster en disant il y a ci, il y a ça. Tout le monde se mêle de la vie de Freya et de sa petite fille sans demander l'avis jusqu'au moment où on installe quand même une vidéosurveillance dans l'appartement de Freya sans demander l'avis à la concernée. Alors moi, un truc comme ça, pardonnez-moi, hein, mais c'est sac cabas, valise, tout à l'arrache et vas-y, et hop, et je prends ma fille et je me tire. Hein. Ah mais il n'y a même pas photo. Et forcément, ça va aller de mal en pis. C'est pas comme si les choses allaient aller en s'améliorant. En termes de lecture, c'est un roman qui se lit très vite. Hein. Alors là, vraiment, en 3-4 heures de temps, c'est plié. Étonnamment, malgré des descriptions, des passages qui sont peut-être un peu superflus. Mais écoute, vu que ça se lit vite, c'est pas très dérangeant. Maintenant, j'ai pas eu de connexion particulière avec aucun des personnages dans ce livre, notamment le personnage principal qui est celui de Freya, parce qu'en fait, à un moment, tu as envie de la secouer un petit peu. Freya, elle soupçonne tout, elle se doute de tout, mais elle agit pas. Elle agit pas, c'est-à-dire qu'à un moment, tu arrives chez toi et tu vois que tu as une caméra de vidéosurveillance braquée dans ton entrée qui filme tout ton séjour. Déjà, coup de tête, balayette, manchette à la caméra de vidéosurveillance et puis c'est stop quoi. Ou tu t'en vas, tu prends des plans B ou tu tapes du poing sur la table avec les proprios. Enfin, à un moment, tout n'est pas autorisé. Toujours pour le personnage de Freya qui, moi, m'a laissé un peu pantoise en disant mais est-ce que c'est moi qui suis un peu trop névrosée? Mais sa fille, elle a 5 ans, elle s'en va vaquer à quelques occupations et elle laisse en garde sa fille à une personne avec qui elle a parlé 2 fois. Elle la connaît pas du tout. Tiens, vas-y, garde-moi ma fille. Je trouve que certains passages, certaines réactions de ces personnages manquent parfois de cohérence. Je me suis dit, mais non, ça c'est pas bon. T'as jamais partagé plus d'1 heure avec une personne et tu lui laisses ta fille. On a un problème là. Les calculs sont pas bons, Freya. Le bon point de ce roman, si je puis dire, c'est que le suspense est très présent et je dois avouer que les ficelles sont pas si évidentes que ça. Donc j'ai eu une fin que je trouvais hyper intéressante. Donc, en conclusion, sur Ferme bien ta porte, déjà, bon, une fois de plus, le titre et le contenu du bouquin, j'ai pas compris le lien, mais bon, passons. Je suis mitigée sur ce livre. Est-ce que je vous le recommande? Je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que ça se lit vite, donc si vous avez un peu de temps à perdre, pourquoi pas. Mais je suis mitigée. Je n'ai pas détesté cette lecture, mais je peux pas dire que je l'ai aimée. Donc là, on est vraiment sur du 50-50. Pour le roman suivant, sa 4e de couverture m'a donné envie de le découvrir, sachant que ce n'est pas un livre récent. Mais j'ai eu très envie de le découvrir. Nous allons parler de ce roman qui s'intitule donc In the After, de l'autrice Demetria Luneta, paru aux éditions Pocket Jeunesse. 2 secondes. Parce qu'il en fallait une goulayante ici, ça va. Hein. Dans l'avant, Amy est une jeune fille qui vit une adolescence plutôt confortable. Elle évolue au sein d'une famille qui a une situation professionnelle plutôt aisée, qui dispose de biens quand même qui facilitent l'existence et la vie. Mais Amy est aussi une adolescente et il n'y a jamais rien qui va, elle n'est pas contente, ça va pas, elle n'a pas assez de ça, enfin elle se plaint un petit peu au début. Sachant que pour la lectrice que je suis, Amy a une adolescence que je qualifie de privilégiée. Et puis un samedi après-midi, et c'est à ce moment-là qu'on va faire notre entrée dans l'après, un samedi après-midi alors qu'Amy est seule chez elle, ses parents sont partis à des occupations respectives, des extraterrestres affamés et surtout cannibales
envahissent les rues, donc l'électricité se coupe, tout se coupe, afin de bouffer tous les humains qu'ils croisent sur leur chemin. Voilà, donc c'est un carnage, hein. À savoir que ces extraterrestres sont dotés d'une ouïe et d'une rapidité époustouflante, qui fait que n'importe quel humain a très peu de chances de survie si très vite il ne possède pas les codes. Et Amy, elle va très vite comprendre quoi faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire pour pouvoir survivre dans cet après, d'autant qu'elle va se mettre une responsabilité sur le dos supplémentaire puisqu'elle va recueillir une petite fille qu'elle va appeler Baby de 4 ans qu'elle a trouvée assise dans un supermarché en train de manger des fruits pourris. Elle va la recueillir, la prendre sous son aile et l'amener chez elle, ou chez elle, de par ce qu'avait installé son papa qui était un petit peu le géo-trouve-tout, permet d'être un lieu, on va dire, plutôt safe par rapport à la situation extérieure. L'après est une vie de prudence, on peut le dire, de méfiance et surtout de silence. Donc dans ce décor comme ça, post-apocalyptique, à qui et surtout à quoi se fier? Je vous vois venir, hein. Non mais je vous vois venir. Moi-même, quand j'ai commencé la lecture et que j'ai vu que nous allions naviguer sur un fond d'individus venus d'une autre planète, j'ai fait la moue. Je me suis dit, quoi? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, figurez-vous, mesdames et messieurs, que je n'ai pas réussi à lâcher ce roman avant la fin. Parce qu'au-delà des aliens cannibales, un peu, que tu peux dire c'est quoi ce truc-là, il y a un vrai fond. Il y a un vrai fond de ce livre, notamment sur la confiance, sur les faux semblants, sur l'amitié aussi. Il y a un vrai fond, j'ai trouvé, il y a un vrai fond relationnel. 3 ans, parce que Amy et Baby vont rester 3 ans comme ça, en survie, aux aguets, à croire qu'elles peuvent faire confiance à cette personne alors qu'elles vont se faire duper. 3 ans comme ça de survie à être au taquet, où limite tu reviens presque à la vie sauvage, et d'un coup d'un seul, hein, une sorte de vaisseau apparaît où ce sont tes semblables qui sont là et qui viennent te secourir. Bienvenue à New Hope. Alors New Hope, Nouvel Espoir, c'est une organisation, une société un petit peu à la... ça m'a fait penser un peu à cette référence-là Demolition Man, la société Cocteau. Tout le monde il est bien, paix et sérénité, tu vois, c'est un peu tout va bien, dans le meilleur des mondes, il ne s'est rien passé, il n'y a pas des mecs tout verts dehors qui bouffent tous les humains, il n'y a rien, ici tout est bien. Voilà, l'univers un peu bizarre qui te met un peu le malaise. New Hope, en gros, c'est une société de rescapés, donc de l'après, qui, sur le papier, promet un avenir meilleur, qui promet une sécurité. Bref, les rescapés qui arrivent ici peuvent respirer, tout va bien, tout est sous contrôle. Et c'est le cas de le dire, parce que tout est réellement sous contrôle. Il n'y a pas un grain de sable dans les rouages, tout y est minutieusement contrôlé, jusqu'à... un point qui est selon moi inacceptable. J'ai adoré le passage où nous entrions dans New Hope. J'ai aimé comprendre la mécanique de cette société, de la liberté qui finalement n'en est pas. J'ai vraiment été très... ça m'a beaucoup intéressé de comprendre comment ça se passait, une organisation, une société comme ça, la construction d'une société comme ça, parce que finalement, est-ce qu'un jour on n'en sera pas? Alors je te parle pas à cause d'aliens ou quoi ou qu'est-ce, mais est-ce que finalement on viendra pas à des... c'est-à-dire que ce qu'on voit à la télé actuellement, c'est ce qu'on voyait dans les films un peu dingues, un peu fous, il y a 20, 25 ans, 30 ans. Donc je me dis qu'on n'est pas à l'abri un jour d'avoir des sociétés à la Cocteau. Hein. Contre toute attente, et déjà à commencer par mon attente à moi, j'ai adoré ce roman parce que j'ai trouvé que la plume de cette autrice Demetria Luneta, que je ne connaissais pas, elle fait tout pour te captiver. Ah, je n'ai pas réussi à lâcher ce livre avant de l'avoir terminé, parce que c'est vrai que je me suis régalée dans cet univers post-apocalyptique où il s'agit de survie, où il s'agit de trouver des astuces, il faut se nourrir, il faut se laver. J'ai trouvé, voilà, j'ai trouvé aussi le fait que ce soit une adolescente qui soit livrée à elle-même et qui arrive à ce point à se démerder, j'ai trouvé ça fabuleux. J'ai adoré vraiment cet aspect hyper immersif où tu es presque avec les
personnages et à dire putain mais là tu devrais faire ça parce que si, parce que ça. J'ai vraiment été embarquée par la plume, par l'histoire. Et j'ai aimé aussi beaucoup, en fait il y a deux pans dans cette histoire, et j'ai aimé l'instant où nous étions dans New Hope parce que je trouve ça tellement dingue et en même temps tellement possible, tellement probable, tellement envisageable à l'allure où vont les choses, que je me suis dit comment ça marche. Et certains passages c'est quand même quelque chose. Alors au bout du compte, j'ai eu les réponses aux questions que je me posais par rapport à cette société, par rapport à New Hope, par rapport à l'avant, à l'après. Je me posais des questions et j'ai eu mes réponses. Alors il semblerait qu'il y ait un autre tome derrière, je ne sais pas, je vais me renseigner, mais s'il y en a un, je vais y aller parce que, en conclusion, est-ce que je vous recommande ce livre In the After de Demetria Lunata, je voudrais pas écorcher le nom et le prénom, aux éditions Pocket Jeunesse? Bien sûr que oui, parce que je me suis régalée, tout simplement. C'est un moment à part où, voilà, ça peut te sembler, mais j'ai pris du plaisir à lire ce livre. À partir de là, pour le roman suivant, nous sommes sur un auteur britannique, donc je vais essayer de respecter la bilinguie. Nous sommes sur le roman Black Summer de l'auteur Mike W. Craven, et c'était bien dit, hein, aux éditions de l'Archipel. Il y a de cela 6 ans, Washington Poe fait condamner Jared Keaton. Jared Keaton qui est un chef cuisinier de renommée, hein, avec une très grande popularité, pour le meurtre de sa fille Elizabeth. Alors condamnation certes, mais à savoir que le corps de cette personne, le corps d'Elizabeth, n'a encore jamais été retrouvé. Pour Washington Poe, qu'on va appeler Poe, hein, on va se simplifier un peu le truc, la culpabilité de Keaton n'a jamais fait aucun doute jusqu'à un événement qui va remettre un peu tout en question, jusqu'à la réapparition d'Elizabeth. Alors certes, très mal en point, mais en vie. Ce qui fait que ça remet tout en question, parce que ça fait quand même 6 ans que Jared Keaton est en prison, et qu'il a purgé ces 6 années à tort, puisqu'Elizabeth n'est pas morte, et donc tu ne peux pas être accusé d'un meurtre pour quelqu'un qui est encore en vie. Bien évidemment que ces 6 ans purgés en prison restent un peu là au niveau de Jared Keaton, et que lui il compte pas lâcher l'affaire. Il compte bien faire payer à Poe ces 6 années où il n'a pas pu exercer, où il a perdu son travail, bref. Il compte bien faire payer ça et y aller de sa petite vengeance personnelle. Seulement, un autre tour de magie opère, c'est qu'au moment où Jared Keaton est libéré, puisque innocenté de par la réapparition d'Elizabeth, eh ben, figurez-vous qu'Elizabeth se volatise de nouveau. Ouf. Il est libéré, plus d'Elizabeth. Ce qui ne manque pas de titiller un peu la curiosité de Washington Poe, et donc l'enquête est à nouveau ouverte parce qu'il y a quelque chose qui, pour lui, il y a quelque chose qui cloche, et il est persuadé, comme il est persuadé qu'il y a quelque chose qui cloche, il veut comprendre ce qui cloche. Comment, dans les termes, en tout cas dans ce qui se passe, quel tour de passe-passe fait qu'Elizabeth est morte et vivante à la fois. Ce thriller, mes petits cadets, regorge de tout ce que j'aime. Vous savez, thriller, polar, c'est ma cam, hein. Regorge de tout ce que j'aime quand je lis un thriller. Déjà, parlons du personnage principal qui est Washington Poe. C'est un personnage qui est dénué, donc un policier, hein, qui est dénué, et ça fait du bien, qui est dénué de tous les clichés qu'on peut trouver habituellement dans les livres du genre, dans les romans du genre, concernant les policiers, inspecteurs, de tous ces clichés un peu pourris, où t'as la barbe de 3 jours, un peu le bougon. Là, Poe en est totalement dénué, et en plus, l'auteur nous a offert un personnage qui est très perspicace. J'ai aimé son intelligence de situation, son intelligence tout court. Bref, j'ai adoré ce personnage. C'est hyper intelligemment fagoté. Je veux dire, aucune ficelle n'est visible. Quand t'es sûr, tu te dis c'est ça, je suis sûr que c'est lui, ça s'est passé comme ça. Il n'en est rien. Sachez qu'il n'en est rien. Et même au niveau, pour revenir au personnage, même au niveau des personnages secondaires, ils sont clairement indispensables au récit. Ce qui n'est pas acheté non plus, c'est qu'on a des descriptions des lieux, des endroits. Moi, j'ai eu l'impression de voyager et j'ai adoré ça. Vraiment, il y a tout ce qu'il faut pour faire un très très bon thriller. Et alors la fin s'il vous plaît, la fin.
Quand le diable est plus malin que Satan en personne, c'est fabuleux. Alors, est-ce que je vous recommande Black Summer de Mike W. Craven? Allez-y, les yeux fermés. J'ai passé un très très bon moment de lecture. Le roman suivant, on ne la présente plus. Il s'agit de Paula Hawkins pour Anglemer, paru aux éditions Sonatine. Alors j'avais aimé forcément, comme beaucoup, j'avais aimé passionnément La fille du train. Là je vous le dis net d'entrée de jeu, nous n'allons pas du tout être sur la même ambiance. À commencer par planter le décor, nous avons un trio amical, donc Eddie qui est une femme, Eddie, Jack et Ryan, qui sont un peu, qui se définissent tous les trois comme être un peu à part des autres. C'est-à-dire que le mode c'est nous contre le reste du monde est clairement activé. Un peu plus tard, on retrouve Eddie qui est marié, oserais-je dire mal marié à Jake, et on les retrouve au cœur, on est avec eux au cœur d'une énième dispute, alors pour tout, leur lieu de vie qui ne convient pas à Eddie, pour tout et n'importe quoi. Et donc à bout de ces disputes répétitives, Eddie fait son sac et s'en va se réfugier chez leur ami commun. Je veux m'attarder un petit peu sur le personnage féminin, donc le personnage d'Eddie, qui est... elle subit. Elle subit pendant tout le roman. Elle subit sa vie, elle subit son amitié, elle subit son mariage, elle subit sa maison. T'as envie, j'ai eu vraiment furieusement envie de la secouer et d'y dire Ryan, l'ami en commun du couple chez qui Eddie part se réfugier après la dispute, lui c'est un condensé caricatural qui fait que ça rend le personnage parfaitement imbuvable aussi du début à la fin. Tu peux pas le saquer le barbeau. Concernant le personnage de Jake qui est le mari d'Eddie, lui il est très vite expédié puisque retrouvé assassiné dans la maison qu'Eddie déteste tant. Donc, qui a tué Jack? Qui est le meurtrier? Qui a fait quoi? Et pourquoi? Concernant cette lecture, ce roman, avant de dire ce que j'en pense, je voudrais préciser quand même que comme il s'agit d'un roman très court, je n'ai pas de problème avec les lectures très courtes. J'ai pas pour passion de ne lire que des pavés. J'ai pas de problème avec quelque chose qui est très court, mais par contre, quand je lis un roman comme ça, avec moins de 100 pages, j'en attends quand même une intensité que je qualifierais d'acceptable. Sauf que là, avec Anglemer, on est très très en surface. J'ai trouvé des échanges, des dialogues presque juvéniles et avec cette espèce d'arrière-goût de, comment je pourrais dire ça, une sorte d'arrière-goût de slasher mal dégoupillé. C'est-à-dire que là, les ficelles sont tellement d'une limpidité accablante que ça en devient presque grotesque. À un moment, c'est-à-dire que déjà, tu es sur un livre qui fait une centaine de pages, ce qui n'est pas lourd. Très très vite, on sait de quoi et surtout de qui il va s'agir. Il n'y a pas de suspense. Ce sentiment, pour moi, et avec mes préférences de lecture, d'avoir lu le résumé littéraire d'un roman qui se voulait être prometteur. Voilà mon impression, et qui laisse un petit peu comme ça sur ta faim. C'était vraiment pour moi trop léger, et ce même dans les échanges, dans le récit, dans les dialogues entre les personnages. C'était parfois, je vous le dis, limite presque ridicule dans les échanges, notamment entre deux personnages féminins, où je me suis dit mais c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Alors malheureusement, pour conclure cet avis lecture, alors que tout ce que j'ai lu concernant Paula Hawkins, j'ai toujours été embarquée et j'adore sa plume, là c'est sur une déception que j'achève Anglemer de Paula Hawkins. Clairement, on est sur du pas assez. Alors, c'est pas détestable à lire, ça va très vite, mais c'est trop léger par rapport au registre de base. Voilà ce que j'en pense. Ça m'a frustrée. C'est une lecture que j'ai trouvée frustrante. Pour le roman suivant, j'ai choisi Le Clan des Bélènes de l'autrice Julia Castel, paru aux éditions Scrinéo. Nous faisons la connaissance de Nora Leroy ainsi que de sa fille Alice, et elle profite de l'opportunité d'avoir hérité d'une maison de ses grands-parents dans les Ardennes pour tout plaquer. Tout plaquer, ça veut dire plaquer sa vie parisienne,
plaquer son boulot, avec son ex-conjoint, et donc plaquer l'ex-conjoint qui est un peu trop présent dans sa vie et avec qui ça se passe pas très bien, un retour aux sources espéré malgré l'anonymat rassurant que peut représenter le fait de se fondre dans la masse parisienne. Elle est très contente de ce retour aux sources et surtout d'offrir à sa fille cette possibilité, les Ardennes, le calme, une toute autre possibilité de vie en quelque sorte. Donc elle arrive dans cette maison, elle est accueillie je crois par une tante et très vite elle ne peut pas rester sans travailler, elle a ce besoin de reprendre quand même, là aussi de retourner aux sources. Elle reprend un cabinet vétérinaire et un soir elle va sauver la vie d'un loup d'une mort assurée. Sauf que ce qu'elle ne savait pas et qu'elle va vite apprendre, c'est que les habitants du coin où elle est ont pour haine viscérale vraiment les loups et plus particulièrement cette famille, ce clan, cette famille Belen qui voue un culte pour les loups. Et donc c'est un peu une guerre et elle qui était neutre et qui n'avait aucun parti pris, qui a juste sauvé la vie d'un animal, va se retrouver au cœur, vraiment au cœur d'un merdier pas possible parce qu'elle a sauvé un loup du clan Belen. Les habitants eux sont à bout dans la mesure où à cause des loups il y a des pertes animales dans les troupeaux, il y a aussi des pertes humaines puisqu'apparemment cette espèce de loup s'en prend aussi à l'être humain et on retrouve des cadavres dans un piteux état. Et donc je te le disais, les habitants vont apprendre très vite que Nora a sauvé l'un d'entre eux. Puis une seconde fois, Nora a eu affaire et a rendu service au clan des Belen. Et là, ça va déclencher un raz-de-marée. Ça va commencer par Alice, la petite Alice, qui va être harcelée à l'école à cause de ce qu'a fait sa mère. Ensuite, Nora qui va être victime d'intimidation, de harcèlement, de menaces jusqu'à passage à l'acte où elle est littéralement agressée en pleine rue par 3 hommes. Et au moment où elle perd connaissance, elle est persuadée qu'elle va mourir de cette agression, sauf que nous on la retrouve, elle se réveille dans un lit d'hôpital et elle est en vie. Et elle se demande quand même comment c'est possible, sachant qu'on va lui apprendre que les 3 agresseurs sont tous les 3 morts et dans des conditions absolument immondes. Que s'est-il passé? Comment ces 3 agresseurs qui avaient très clairement le dessus, en même temps c'est si facile, 3 bonhommes avec la carrure qui va avec sur une seule femme, c'est facile, mais que s'est-il passé pour que effectivement ces 3 hommes soient tués et dans les corps dans un état indescriptible? Que s'est-il passé? Est-ce que ce sont les loups? Hypothèse qui paraît complètement improbable à Nora. Est-ce que quelqu'un est intervenu et ce quelqu'un devait vraiment avoir envie d'en découdre, comme je te le disais, vu l'état des corps? Que s'est-il passé? Il y a une succession de questions que Nora se pose, elle n'a pas les réponses, et nous on est là. C'est vrai effectivement, de quoi il s'agit exactement là? Sans aucun spoil, hein. Mais je ne m'attendais pas du tout, mais pas du tout, à la tournure qu'allait prendre ce roman, et j'ai trouvé le choix de l'autrice absolument génial. Pourquoi? Parce qu'il fallait oser. Franchement, dans mon jargon, fallait être couillu pour aller sur ce terrain. J'ai adoré la fin parce que j'y étais pas. J'y étais pas du tout. Bon, déjà, je te le cache pas, moi j'aime bien un peu les bouquins où il y a des familles un peu louches, tu sais, un peu dans l'idée de la famille des Volturi dans Twilight, les trucs comme ça, les clans, voilà, soudés. J'aime bien un peu ce truc-là, je sais pas pourquoi, mais ça me fait du bien au chakra. Il y a une atmosphère dans ce livre, au-delà des descriptions que je trouve hyper chouettes et la plume que j'ai beaucoup aimée aussi parce que je découvre Julia Castel. Il y a une atmosphère, une ambiance que j'aime beaucoup et c'est un livre, peut-être qu'il existe, j'en sais rien, mais c'est un livre que je verrais très bien adapté pour un film, pourquoi pas une petite série. J'ai beaucoup aimé, j'ai retrouvé ce que j'aime dans ce livre, ce que j'aime regarder. Et donc j'ai passé un moment très plaisant, et une fois de plus je le dis, je peux pas vous le dire, j'en crève d'envie mais je ne peux pas vous le dire, mais la tournure choisie, la fin,
choisi par l'autrice, mais c'est une merveille. C'est une merveille. Ah mais rien que pour ça. Est-ce que je vous conseille Le Clan des Bélènes de Julia Castel? Mais bien sûr que oui. Bien sûr que oui, allez-y, franchement. Pour ma lecture suivante, et je présente mes excuses par avance à l'autrice parce que je ne sais pas si son nom de famille se prononce comme ça ou pas, mais j'ai choisi de lire Le Jour et l'Heure de Carol Fives aux éditions Jean-Claude Lattès, JC Lattès. J'ai choisi ce livre puisque moi, mes services presse, c'est moi qui choisis les lectures, on ne m'impose pas. J'ai choisi ce livre parce qu'il aborde un sujet qui me tient beaucoup à cœur, à savoir le choix en pleine conscience, une fois qu'on se sait atteint d'une maladie incurable dont on ne survivra pas, laquelle on ne survivra pas, de rester ou partir. Donc quelque part, l'accompagnement en fin de vie d'une personne, et ce dans la dignité. On va suivre une famille, des enfants, le mari et la femme qui est donc atteinte d'une maladie incurable et qui a choisi de mettre fin à ses jours pour que ses proches et elle-même n'aient pas à subir les suites de la maladie. J'aime la façon dont l'autrice a approché ça puisque elle n'a pas alourdi un sujet déjà très pesant. C'est un peu comme un départ en vacances puisque vous le savez, en France ce n'est pas autorisé de partir de façon assistée. Je vais éviter certains mots parce que YouTube n'aime pas et donc clac, je vais me faire asthmater à ce niveau-là. Et donc ils sont obligés d'aller en Suisse puisque là-bas tout est autorisé. Bien entendu, c'est fait quand même sous contrôle, mais c'est autorisé. Donc on va avoir un petit peu le point de vue de chaque personne qui va faire ce périple en se remémorant des instants joyeux. Il n'y a pas de pitié dans les mots, c'est même souvent dans un certain humour, même si chacun sait l'issue de ce voyage. C'est un roman choral finalement. Ce qui est assez, en tout cas moi ce que j'en ai éprouvé, c'est que on a vraiment chacun des personnages qui donne le fin fond de sa pensée par rapport à ça. Et justement, on n'a pas cherché, il n'y a pas de compassion, il y a vraiment parfois même, tu te dis mais comment l'un de ses enfants peut penser comme ça alors qu'ils partent à 6 et vont revenir à 5. Tout le monde est parfaitement au courant de ça. Et j'ai trouvé le truc hyper bien traité parce que quelque part à la finalité, il y a un respect du choix. Et ça c'est hyper important. Nous on est là, on fait le voyage avec eux, chacun prend la parole sauf Edith, donc la maman qui s'en va pour son rendez-vous, pour son jour et son heure. Chaque personnage prend la parole et en plus de ça, pourtant c'est un court roman, mais ça permet de vraiment capter le ressenti. Et parfois c'est cru, parfois c'est brut de décoffrage, parfois les émotions sont très différentes de ce à quoi on pourrait s'attendre. Et ça fait du bien. Ça fait du bien qu'un sujet aussi pesant, aussi lourd, aussi morbide, hein, appelons un chat, soit traité de façon, on va dire, humaine. Parce qu'on reste des humains, on a le droit d'être en colère face à un choix, on a le droit d'être triste, on a le droit de ne pas comprendre et que ça nous dépasse et que de ce fait on est dénué d'émotions. On a le droit à partir du moment où on respecte le choix. Et c'est ce dont il est question et c'est ce qui me pose problème à moi en France actuellement. Aujourd'hui en France, on est obligé de passer par des chemins de traverse parce que le choix, on ne le laisse pas. Et c'est pour ça aussi que c'est un sujet qui me tient à cœur. On ne le laisse pas, sauf en passant par des chemins qui, selon moi, sont pires que d'aller droit au but et de laisser un choix à la personne qui sait en pleine conscience que ça s'arrêtera à un moment donné à moyenne ou courte échéance. Il est question vraiment de liberté, de choisir. J'essaie de transférer sans prendre mon ressenti par le biais de mon vécu par rapport à ça, mais pour quelqu'un qui se sait malade et qui sait qu'il ne reste que très peu de temps, vous vous rendez compte que quand même on peut ne pas être en mesure d'encaisser, de faire subir à sa famille l'agonie qui va s'en suivre, de se dire on va s'acharner thérapeutiquement sur moi alors que ça sert à rien. Enfin,
j'essaie pas de convaincre quiconque, c'est un sujet hyper personnel et chacun voit midi à sa porte. Pensez bien qu'il n'y a pas de vous devriez penser ça ou vous ne devriez pas. Vous pensez ce que vous voulez là-dessus. Loin de moi l'idée de convaincre, mais j'ai trouvé dans ce livre, le jour et l'heure, que le sujet était amené de la meilleure des façons. La liberté de choisir. Elle défend la liberté de choisir, même si on n'est pas spécialement d'accord avec la personne qui a fait son choix. Moi je vous le dis et vous le savez, hein, moi je suis pas une guerrière, héroïne ou quoi au caisse. Hein. Si l'un de mes proches, si cet acte était autorisé en France et que l'un de mes proches avait fait ce choix, bien entendu que je pense que j'aurais été dévastée, que à aucun moment je ne minimise ça, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais quand même la question se pose. Il y a un gros débat autour de ça. Il y aurait des décisions à prendre, je pense en tout cas, en termes d'autoriser cette liberté d'avoir le choix quand on a encore toute sa tête pour faire un choix et ne pas laisser la famille, une fois que la personne n'est plus apte à prendre des décisions. Est-ce qu'il aurait voulu qu'on s'acharne? Est-ce qu'il aurait voulu qu'on lâche l'affaire? Est-ce qu'on va prendre des chemins de traverse? En fait, le vrai problème en France, véritablement, le vrai problème, c'est que la mort est tabou et qu'on a du mal à en parler. Et donc, bah, ça crée derrière plein de choses comme ça, sur lesquelles il y a débat, là où il ne devrait pas y en avoir. Voilà mon point de vue, qui, je le répète, hein, vraiment, prenez ça en compte, qui n'engage que moi. Ce sont des propos qui n'engagent que moi et à aucun moment, il est question que j'essaie de vous faire changer d'avis ou voilà, on se pose des questions là-dessus, c'est humain et c'est surtout très personnel comme tout le reste. Le deuil est personnel, son approche de la mort est personnelle, tout est très personnel là-dessus et je pense que justement on devrait avoir certaines libertés qu'on n'a pas encore, tout au moins en France. Est-ce que je vous recommande la lecture de Le jour et l'heure de Carol Feist? Complètement. C'est traité de façon à ce que limite vous ressortiez avec le sourire. Ça fait beaucoup de bien de voir un sujet comme ça qui est traité de cette manière. Donc merci à l'autrice pour ce bouquin. Un petit dernier et pas des moindres, puisque je me suis attaquée à un auteur avec qui ça passe pas très bien, puisqu'il s'agit de Contes de fées de l'auteur Stephen King, paru aux éditions Albin Michel. On arrête tout. On arrête tout. J'ai commencé la lecture de ce roman sans aucune attente, sans conviction, même pour tout vous dire. Et à la finalité, il s'est avéré que ce livre, je vais utiliser le mot tout à fait volontairement, est une pépite d'or. Si vous avez lu, vous savez pourquoi je dis ça. C'est une pépite. Ce livre, pour moi, je vous le dis de suite et après on discute, c'est un coup de cœur phénoménal. Je fais la connaissance dans un premier temps d'un petit bonhomme qui s'appelle Charlie Reed et qui a une enfance pas très facile. Déjà, ça commence par la perte de sa maman dans des conditions absolument tragiques, puisqu'elle est renversée par un camion sur un pont et elle meurt. Suivi par un papa qui se réfugie dans l'alcool parce que n'arrive pas à faire le deuil de sa femme. Et donc un petit bonhomme tout petit qui doit faire preuve d'une maturité complètement déroutante parce que il est le seul à pouvoir tenir la maison. Un soir, alors que son père s'est une énième fois réfugié dans l'alcool et qu'il est dans un état pitoyable, le petit Charlie, il monte dans sa chambre et il prie à qui voudra bien l'entendre qu'on guérisse son père. Il prie pour la guérison de son père et quelques temps après, le vœu de Charlie est exaucé. Le papa commence à fréquenter les alcooliques anonymes, se sort, fait en sorte de retrouver du travail, la situation s'arrange allègrement, le vœu du petit Charlie est exaucé. Et il a juré, lui, en contrepartie, que si on exauçait son vœu, il ferait le bien autour de lui. Comme son vœu est exaucé, maintenant Charlie attend de devoir régler sa dette. Charlie a maintenant 17 ans et il rentre, je crois, il rentre du sport ou du lycée, je ne sais plus très bien, et il entend au loin un chien aboyer. Et ces aboiements et gémissements viennent de la maison que tout le quartier appelle la maison de psychose. Voilà, j'ai pas besoin de te faire de dessin. Donc malgré la maison de psychose, la curiosité l'emporte. Il se dit c'est pas normal qu'un chien gémisse et aboie, il entend des gémissements, des aboiements.
Il se dirige donc vers la maison où il retrouve donc le monsieur qui habite cette maison, un vieux bougon qui s'appelle Howard Bowditch, qui est blessé et qui est allongé, il ne peut plus bouger. Donc Charlie se dit, voici venu le moment de régler ma dette, et donc il appelle les secours, met monsieur Bowditch en sécurité, et à partir de là naît une amitié surprenante mais bouleversante entre Charlie Reid et Howard Bowditch que tout oppose. Et puis il y a cette chienne, un berger allemand qui s'appelle Radar, qui est mon énorme coup de cœur, de ce roman parce qu'elle était indispensable à ce roman en fait. Alors que l'univers est placé, on est dans un univers, notre quotidien nous, dans un univers très terre à terre, et que les personnages m'ont attrapé le cœur, et c'est peu de le dire parce que j'ai vraiment ressenti et vécu beaucoup d'émotions à la lecture de ce roman. Il y a un curieux cabanon dans le jardin de Bowditch qui attire la curiosité, et dans ce cabanon, il se passe plein de choses. Dans ce cabanon, il y a un puits. Dans ce puits, il y a des marches, et un jour, Charlie se dit, je vais descendre, voir ce qui se passe. Et il descend, et arrivé au bout d'un nombre incalculable de marches, il arrive dans un univers où il y a deux lunes. Il y a un mal qui semble ronger ce monde-là, et on lui explique qu'il y a un cadran solaire qui permet de rajeunir les gens, mais qu'il est très dangereux. Il faut faire très attention si on s'en sert, et c'est surtout tout un périple en termes de dangerosité pour sa vie, pour se rendre à ce cadran solaire. Cet univers s'appelle M-Peace, et le but de la démarche, c'est d'amener Radar qui est en fin de vie, donc cette chienne absolument touchante et bouleversante, et peut-être parce que je fais la connotation avec Luna, alors que Luna est un labrador et pas du tout un berger allemand, mais parce que voilà, Radar vieillit, Radar commence à avoir un petit peu de douleur, et que son but c'est de redonner vie à Radar, de lui redonner quelques années pour qu'elle puisse en profiter un peu, et lui par la même occasion en profiter aussi. Et donc d'aller à ce cadran solaire, de poser Radar et de faire en sorte qu'elle gagne des années de vie. Sauf que ça ne va pas se faire sans mal, on va le prévenir, parce qu'il risque clairement sa vie à aller offrir ses années de vie par le biais de ce cadran solaire à son chien. C'est une immersion dans un monde parallèle quand on arrive à M-Peace, fait de contes de fées, et pas forcément dans le conte de fées qu'on perçoit. Parce que dans les contes de fées, il y a les gentils gentils et il y a les méchants très méchants. Mais là, c'est très adulte en plus de tout ça. On n'est pas dans le conte de fées de quand on avait 5 ans. C'est très adulte, et c'est tellement bien amené en termes de description, en termes de voyage, en termes de compréhension. Et cette peur au bide que j'avais, vraiment, je vous le dis, hein, je n'ai aucune honte à l'admettre, que Charlie n'arrive pas à temps sur le cadran solaire pour Radar. Je me suis dit, je ne vais pas supporter. Je me suis dit, ne me faites pas canner un chien parce que je ne vais pas supporter. Arrêtez ça d'ailleurs, auteur, autrice, arrêtez de nous faire mourir les animaux dans les livres. Parce que ça ne passe pas. On peut lire aisément une trilogie du mal ou quoi aux caisses, ou voilà, mais on ne veut pas faire mourir les animaux. Est-ce bien clair? Si tu veux, ce que j'ai aimé dans le livre, c'est qu'on a voyager dans deux mondes, le nôtre avec les difficultés, avec par le biais de monsieur Bowditch la vieillesse, la prise en charge, et justement le fait de ça y est, j'ai assez vécu. Tu te doutes que monsieur Bowditch avait connaissance de ce puits et est allé à maintes reprises faire un saut sur le cadran solaire. Sa vision que maintenant ça y est, il a fait le tour de la question. Il y a plusieurs approches. Je trouve que l'auteur a pris le temps de mettre en place tout ça. On n'est pas projeté dans un monde sur 4 pages et hop d'un coup. Et que tu sois dans le monde auquel nous on peut s'identifier, dans lequel on vit, ou dans ce monde de contes de fées, je sais pas ce que j'ai préféré en fait. Je crois que j'ai aimé tout le voyage. Là cette fois j'ai adoré le voyage dans son intégralité. Il y a des références, alors je les ai pas toutes, mais celles que j'avais, j'ai vraiment adoré comment a manié Stephen King tout ça. De tordre le cou à certaines références qu'on a bien ancrées, et lui il s'est amusé avec ça. C'était très très chouette à lire. J'ai adoré, alors que j'ai un esprit quand même plutôt très cartésien. J'ai adoré, je me suis laissée attraper, je me suis promenée, j'ai dansé
dans M-Peace. J'ai eu de la compassion, j'ai essayé de comprendre pourquoi ce mal qui rongeait. Je suis entrée dans la valse et j'ai pris beaucoup de plaisir. Ce livre est un énorme coup de cœur. Est-ce que je vous recommande la lecture de Contes de fées de Stephen King? Oh. Allez-y, vraiment, je vais même aller jusqu'au bout du truc, c'est que à l'issue de cette lecture, j'ai eu beaucoup de mal à passer à autre chose. Tellement j'ai été embarquée dans cet univers, tu fermes l'iPad en l'occurrence, ou ton livre, et voilà, t'as du mal à toucher terre derrière ça. Il te faut, j'ai attendu 2 petits jours avant de recommencer une lecture, parce que j'ai savouré ce livre vraiment du début à la fin et quelques heures en supplément derrière. Vraiment, là, je crois que c'est le 2e coup de cœur de l'année. Ah, j'ai adoré Sous la porte qui chuchote, mais celui-là, je l'aimais aussi beaucoup. Hein. Je ne sais pas lequel je classe pour cette année 2023 en 1 ou en 2, bien que 2023 soit pas terminé et que je ne suis pas à l'abri d'avoir un nouveau coup de cœur, mais là, pour que moi, je sois sur un coup de cœur sur du Stephen King, écoute, c'est fabuleux, c'est formidable. Est-ce que je vous le recommande? Oui, c'est long, hein, c'est un pavé, hein, mais quel plaisir, mais quel plaisir. Voilà ma petite YouTube World, c'est tout. En plus, je termine sur une très jolie note parce que j'ai vraiment, en repensant à la lecture de ce livre, il y a quelque chose de très bon. Donc, je termine sur une très jolie note. C'était la chronique pour ma pile à lire du mois d'août. Il faut que je fasse ma pile à lire du mois de septembre qui a déjà commencé. Bref, mais j'adore vraiment ces vidéos. C'est vraiment peut-être l'une des vidéos que je préfère tourner, donc je le répète à chaque fois, mais repartir comme ça dans ces lectures du mois passé, ça fait beaucoup de bien, surtout quand tu achèves avec une note comme ça d'un livre hyper méga coup de cœur. En attendant, moi je vais vous dire à dimanche. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez, et des bisous.